Hello, bienvenue dans Business de Meuf, le podcast qui raconte l'entrepreneuriat féminin. Je m'appelle Astrid et dans mes épisodes, vous trouverez toutes les ressources nécessaires pour vous inspirer, vous former et vous motiver, toujours avec une pointe d'authenticité et de spontanéité. D'ailleurs, sachez que cette saison Business de Meuf est soutenue par Axonote, le logiciel français de la gestion d'entreprise qui permet entre autres de gérer sa boîte de A à Z en quelques clics. Pour vous en dire plus sur Axonote, c'est un logiciel qui permet de gérer sa relation client, ses emailings, ses devis et ses factures sur une même interface. Autant vous dire que ce logiciel pépite vous ira aussi bien si vous êtes en cours de création d'entreprise ou créé depuis des années. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous invite à vous abonner dès à présent au podcast, à nos réseaux sociaux pour être au courant des prochains lives que je vais vous proposer avec mes invités. Vous pourrez aussi leur poser toutes vos questions et être au courant de toutes nos actualités. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur les plateformes d'écoute et je vous recommande fortement de rester jusqu'à la fin de l'épisode car nous avons préparé une surprise. Yo les meufs, aujourd'hui je reçois Anne Sylvie, fondatrice de Seshan, autrement dit la déesse de l'écriture. Bonjour Anne Sylvie. Bonjour Astrid. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Business de Meuf. Alors en quelques mots, Anne Sylvie, tu as monté une agence de biographie, de rédaction web et de rédaction de wording. De copywriting. Ouais, exactement. Avec mon anglais qui est magique, vous le savez déjà. Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots ton entreprise et ce que tu fais ? Oui, tout à fait. Donc, ça fait maintenant bientôt 5 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et que j'ai donc lancé Seshan. J'ai pris ce nom parce que voilà, moi, ma passion depuis toujours, c'est l'écriture. Donc, ça a toujours été mon rêve de vivre de ça, de vivre de l'écriture, même si... tout le monde me disait, mais ça va pas, vivre de l'écriture, laisse tomber, c'est impossible, etc. Mais bon, si, c'est possible, puisque effectivement, j'ai lancé ma boîte il y a 5 ans. Mon idée, c'était en fait de proposer aux gens de faire des livres de leurs histoires. D'accord. Parce que je me suis dit, pourquoi elle a inventé des histoires, alors que les histoires de vie sont tellement passionnantes. Les gens, ils ont tellement des histoires, souvent, même des gens pas connus, en fait, ont toujours des histoires incroyables à raconter, de rencontres, de chagrin, de joie, de victoire, d'épreuves, etc. Donc voilà, j'ai lancé mon site écrivainbiographeparis.com et j'ai proposé mes services de biographe pour tous ceux qui souhaitaient écrire leur histoire. D'accord. Donc je propose ça, je propose aussi de la rédaction effectivement pour les entreprises, pour faire des sites internet, des newsletters, du copywriting. C'est de l'écriture. Je fais de l'écriture sous toutes ses formes pour tout public, particulier, entreprise. Etc. Mais ma spécialité reste vraiment la biographie parce que c'est ce qui me passionne vraiment, c'est vraiment ça, les histoires de vie. D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que la biographie, par exemple ? On sait qu'il y a des stars qui font une biographie. Ouais. Mais est-ce que c'est attribué qu'aux stars finalement ? Est-ce que, je sais pas, on a une grand-mère, on a quelqu'un de sa famille, est-ce que écrire sa biographie, ça se fait pour les personnes lambda ? Bah ouais, tout à fait, justement. Moi, je pense que, les vies des stars, c'est chouette, mais les vies des gens, des anonymes, sont tout aussi intéressantes, en fait. Donc, la biographie, c'est pour... alors moi, dans mon idée, c'était principalement pour les personnes âgées, parce que j'estimais qu'elles avaient beaucoup à transmettre en termes de souvenirs, qu'elles voulaient laisser une trace avant de partir. Enfin, voilà, c'était dans cette idée-là. Mais en vrai, tout le monde a une histoire à raconter, et pas du tout que les personnes âgées. D'ailleurs, j'ai des demandes de gens, parfois très jeunes, qui veulent raconter leur vie à 30 ans, ou même moins, des fois, parce qu'ils ont vécu des choses fortes, parce qu'ils ont des parcours atypiques. Donc, en fait, il n'y a pas d'âge pour écrire sa vie. Voilà. Donc, effectivement, il y a des gens qui m'appellent, pas pour écrire leur vie à eux, mais pour écrire la vie de leurs parents ou de leurs grands-parents, parce qu'ils veulent garder une trace de ça. Et puis, j'ai des gens qui ont des épreuves difficiles, qui vivent des maladies, donc qui ont besoin de se libérer, des gens qui ont vécu des traumas, par exemple de l'inceste ou des choses comme ça, et qui ont besoin de faire entendre leur vérité ou de mettre en mots ce qu'ils ont vécu, dans une logique de partage ou dans une logique de libération un peu thérapeutique. Voilà, chacun sa motivation, mais en tout cas, vraiment... ça, c'est ouvert à tout le monde, en fait, d'écrire sa vie. Et ça prend quelle forme ? Tu redonnes à ça un bouquin ou ça peut être, je sais pas, un document informatique ? Comment ça se matérialise, en fait ? Alors, la majeure partie du temps, l'idée, c'est de faire un livre quand même, parce que moi, j'aime mettre les choses, rendre concret aussi ça, quoi. Je trouve ça magnifique de garder un objet, une trace. En plus, on est dans une ère du virtuel quand même. On a beaucoup de choses, de messages, de SMS, etc. Donc, je trouve ça beau de garder un objet qui va rester dans le temps. Donc, moi, j'aime le fait d'aller jusqu'au livre. Après, c'est pas une obligation. Il y a des gens qui, comme je le disais, ils font ça vraiment dans une logique de plus de libération. Donc, ils n'ont pas forcément besoin de faire un livre. Ils ont plus besoin d'écrire les choses noir sur blanc et ça leur suffit.
Donc dans ces cas-là, on fait pas forcément un livre, mais quand même les 3/4 du temps, on crée vraiment un livre qui ressemble à un roman, avec une couverture avec la personne en couverture, un tu titre fais un shooting, personnalisé. Alors je ne suis pas photographe, mais on va chercher des belles photos de la personne, libre à elle aussi effectivement de se prendre un photographe pour faire une belle photo. Et ça prend combien de temps pour faire une biographie entre guillemets? Alors ça prend du temps. Parce que surtout quand on veut raconter toute sa vie, il y a des personnes qui racontent qu'une étape de vie. Ouais. Mais ça peut prendre en moyenne, on va dire, pour une vie complète, de 4 à 6 mois, on va dire. Ah oui, d'accord. Et même plus parfois. Parce que parfois, les gens prennent leur temps, ils font ça, ils veulent faire ça vraiment. Et à raison de combien de rendez-vous par mois, par semaine Alors, en général, on se voit une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, parce que je pense que c'est important d'avoir un rythme régulier, de ne pas perdre le fil de l'histoire. Et il faut de 10 à 20 séances, en gros, quoi. Ça dépend, parce qu'il y a des gens qui ont énormément de choses à raconter, d'autres qui sont un peu moins bavards. Donc, c'est variable d'une personne à l'autre, mais en moyenne, c'est un peu ça, de 10 à 20 heures d'échange. D'accord. Et est-ce que tu aides aussi dans la conception de livres? Enfin, un classique. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc à la fin, donc on échange, j'écris, on met tout en forme. La personne évidemment relit, dit si ça lui va, etc. Et à la fin, j'envoie tout à mon éditeur, qui est un éditeur spécialisé donc en biographie. D'accord. Qui se charge de la mise en page, d'intégrer des photos, parce que c'est toujours bien d'illustrer le propos. Et ensuite, de faire le livre, d'imprimer le livre au nombre d'exemplaires que la personne décide. Ça peut être 1, 10, 100, 1000. 1000, ça se il n'y a pas de limite. Après, on le retrouve en librairie. Alors voilà, le truc, c'est que c'est dans la sphère privée que c'est édité. Après, libre à la personne, si elle le souhaite, de contacter les éditeurs pour se faire publier et apparaître en librairie. Pourquoi D'accord. pas. Et comment est née, en fait, cette passion pour l'écriture? Et ben, écoute, en fait, j'ai l'impression que je suis née avec, parce que dès que t'es née avec un crayon dans les mains quand je suis dans mon berceau. Enfin, en tout cas, dès que j'ai eu l'âge de tenir un stylo, j'ai tout de suite écrit. Je sais pas d'où ça m'est venu, mais j'écrivais mon journal tous les jours. Et ça m'est resté. Donc, je te dis pas combien de carnets j'ai dans mes étagères. Je sais plus quoi en faire parce que j'ai rempli des dizaines et des dizaines de pages. Donc, ça a toujours été en moi. Ça a toujours été un plaisir, un refuge, un exutoire. Enfin, une autre manière de respirer presque, tu vois. C'est voilà, un moyen d'expression vraiment qui m'est cher, qui m'est naturel. Et après, comment t'es venue l'idée de créer ta boîte finalement? Parce que t'aurais toujours pu faire de la biographie en parallèle à ton travail. Ouais, même si c'est difficile, je pense que c'est difficile de le faire en side project, on va dire, mais alors en fait, ça m'est venu un peu par hasard. Donc moi, je travaillais, il faut savoir, dans un grand groupe à la base. J'étais responsable éditoriale, donc le CDI, C'est une boîte de prod, c'était de l'audiovisuel? Ah non, pas du tout. C'était une boîte, un groupe de voyage. D'accord. Une autre de mes passions, c'est le voyage. Et à la base, j'étais journaliste et donc j'écrivais beaucoup autour du voyage, des articles, des sites, etc. D'accord. Donc j'étais dans ce groupe et là, il y a eu un plan social, donc mon poste a été supprimé. Et donc là, la grande question, donc ils me proposaient un autre poste. Bon, bref, j'aurais pu continuer ce chemin confortable dans un grand groupe, etc. Mais là, je me suis dit, c'est le moment d'essayer un truc que j'aime vraiment, qui me fait vraiment vibrer. Si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc voilà, je me suis dit, il faut que je me lance. Et là, je me suis dit, moi, j'ai envie de vivre de l'écriture, mais comment je peux... Enfin, au début, c'était un peu flou, quoi. Vivre de l'écriture, ok, mais j'écris quoi? Enfin, pour qui, comment? Ouais, voilà, exactement. Et c'est en discutant avec mon chéri un soir que je lui disais que moi, j'adore écrire pour les gens. En fait, j'ai toujours écrit pour des amis qui me demandent écrire leur lettre de motivation, un mail, un texto à un date ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai toujours été allô, je sais pas comment l'écrire, qu'est-ce que tu peux m'inviter? Et j'adore en fait écrire pour les gens. Et donc je disais ça à mon chéri, j'aurais adoré faire ça, écrire pour les autres et tout. Et en fait, en parlant, c'est là qu'il m'a dit mais en fait, tu pourrais écrire des histoires de vie. Enfin, c'est venu un peu comme ça, tu vois, un peu dans une conversation. Et là, j'ai fait ah ouais, génial. Et je pensais que c'était l'idée du siècle, que personne ne faisait ça et tout. Et le lendemain, j'ai regardé sur Internet. En fait, j'ai vu qu'il y avait 50 000 biographes sur Terre dans tous les coins de France. Donc j'ai fait bon, c'est quand même, je suis pas la première à y avoir pensé clairement. Et mais je me suis dit en fait, so what, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Et j'ai ma touch à apporter aussi. Donc
Donc voilà, je me suis lancée. Sensibilité, ton style d'écriture aussi, parce que je pense que quand on choisit un biographe, c'est son style aussi qu'on... Exactement, ouais. Alors, en même temps, tu mets ton style et en même temps, tu t'adaptes à la personne, parce que l'idée, c'est de faire entendre sa voix et de faire un livre à son image. Ouais. Donc, c'est un exercice de style de, à la fois, évidemment, écrire bien et faire preuve de talent rédactionnel, mais en même temps, faire entendre la personne, donc rester à son service. Tu vois, D'accord, c'est... ouais. Tu dois mettre ta touche, mais pas trop. Voilà, c'est ça. Tu dois bien doser, en fait, finalement. Exactement. Et du coup, est-ce que ta boîte t'a accompagné dans ce changement de vie ? Je sais qu'on peut t'accompagner quand tu veux changer de voie, faire une reconversion, etc. Comment ça s'est passé, en fait, cette étape-là ? Ouais, donc j'ai eu cette chance que comme c'était un plan social, il y avait un accompagnement, donc il y avait une coach qui nous aidait à clarifier notre projet professionnel, un congé de création d'entreprise qui donnait 1 an de réflexion en n'ayant pas trop à s'en faire financièrement. Une petite aide à la création d'entreprise. Donc franchement, merci. Enfin, j'étais hyper reconnaissante pour ça parce que c'est ce qui m'a permis de me lancer sans être en méga stress de oh là là, comment je vais faire pour payer mon loyer. Donc j'ai eu ce temps, on va dire 1 an. Même 2 ans parce que j'avais le chômage ensuite. Donc j'ai eu le temps de mettre tout en place. De réfléchir à comment t'allais lancer ta boîte, dans quel domaine justement, parce que là tu avais une réflexion sur oui je veux écrire mais dans quoi ? Exactement, voilà, c'est ça. Et ça, je pense qu'effectivement, un projet professionnel, quand on se lance comme ça, on a besoin d'un temps de maturation parce que je pense que c'est important de partir avec un projet clair, de pas partir avec un truc un peu flou. Enfin, après, ça se précise au fil du temps, mais de savoir où on va un peu quand même, un minimum avant de se lancer. Et puis de prendre ce temps, quoi, de ce qu'on veut vraiment, quoi. Ouais. Enfin, t'avais l'occasion de le faire, donc... Voilà, tu pouvais le faire. Exactement. Ouais. Après, ça n'a pas été trop difficile. Alors, quand tu as changé de casquette, passer de salarié à chef d'entreprise, c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle approche. Est-ce que tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale en toi ou t'es arrivé, c'était quoi ton challenge ? Alors, je pense que j'avais déjà cette fibre entrepreneuriale. J'ai toujours adoré les nouveaux projets, les nouveaux défis, prendre des initiatives, organiser des choses. Enfin, ça fait partie un peu de mon truc. Donc, c'est pas vraiment nouveau. Par contre, c'était quand même, oui, effectivement, un grand changement de vie, de métier. Et je pense que quand on se lance comme ça, c'est pas qu'un métier dans lequel on se lance, c'est plein de métiers. Parce qu'on a le côté créer son site internet, faire sa com, gérer sa compta... se vendre, entre guillemets. Enfin, il y a tout ce côté-là aussi. Donc, du coup, fallait apprendre plein de métiers et pas qu'un seul. Ouais. Et tu t'es fait accompagner à ce moment-là ou t'as appris en solo au fil du temps ? Alors, juste après le plan social, j'avais quelqu'un au niveau juridique qui m'a un peu aidée parce que j'ai une société, une SASU, donc faut écrire les statuts. Enfin, il y a plein de trucs un peu... Donc, à ce niveau-là, j'ai été un peu accompagnée quelques mois, donc ça m'a bien aidée. Mais ensuite, non, pour le reste, c'était vraiment en mode solo. Je fais comme je peux. Je fais au mieux et puis on apprend sur le tas et voilà. Et pour ton cœur de métier en tant que biographe, est-ce que tu as suivi une formation ou tu t'es laissé un petit peu porter finalement ? Alors, j'ai pas suivi de formation parce que tout simplement, il n'y en a pas vraiment. Et que, faut surtout savoir écrire et savoir écouter. Ça fait partie du métier. Par contre, j'ai rejoint un groupe de biographes qui existait déjà, qui s'appelle Nègres pour Inconnus. C'est une grande communauté de biographes en France. Et donc, en participant à ce groupe, on avait quelques clés pour savoir comment poser nos tarifs, quelques conseils en fait pour comment pratiquer. Et ça m'a bien aidée déjà pour ne pas me sentir complètement seule à me lancer. Et puis à avoir quelques bases, même les questions des droits d'auteur. Enfin, il y a plein de questions quand même à se poser que comme ça, quand on débarque, on ne sait pas trop. Donc, faire partie de ce groupe, ça m'a vraiment aidée. Même au niveau de l'édition Voilà, ils m'ont donné justement cet éditeur qui fait des impressions biographiques, etc. Donc voilà, ça m'a donné plein de tips pour avoir quand même les bonnes bases pour me lancer, quoi. Ouais, parce que en fait, si tu veux, quand on lance une boîte entre guillemets, on a cet aspect, en fait, tout à apprendre sur le tas, le juridique, etc., les statuts, les prix, etc. Mais ça reste dans la globalité. C'est un business finalement qu'on lance. Mais après, il y a des spécificités métiers qu'on doit avoir.
Et même si des groupes sont très homogènes, où on peut avoir un petit peu qui vont nous expliquer comment ils vont aller chercher leurs clients, bah forcément des fois ça correspond pas avec toi ce que tu proposes. Donc c'est vrai que d'avoir un groupe comme ça où ils sont assez transparents, parce que des fois il y a des groupes qui sont plutôt opaques, faut vraiment creuser pour avoir l'info. C'est vraiment bien que tu sois tombé sur ce groupe-là, mais est-ce que tu as eu d'autres accompagnements autres que celui-là? Non, pas du tout. Non. Ouais. Franchement, non. J'ai vraiment eu ça. Et sinon, j'étais vraiment en solo. D'ailleurs, j'ai parfois eu un sentiment de solitude un petit peu. Très fort. Parce que des fois, c'est vrai qu'on se dit, oh là là, est-ce que je vais y arriver? Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à gérer. Après, j'ai un soutien, on va dire, affectif de mon entourage, notamment de mon conjoint, qui m'a beaucoup épaulée. Donc ça, c'est hyper précieux. C'est pas de la technique, c'est pas du marketing, mais c'est autant précieux d'avoir quelqu'un qui moralement est là, qui m'a quand même donné des bons conseils aussi, parce qu'il a une sensibilité différente, côté plus... Lui aussi, il est entrepreneur ou pas du tout? Pas du tout. Non. Fonctionnaire, pas du tout. Ah ouais, d'accord, ok. Vraiment l'opposé. Non, mais il a quand même un petit côté entrepreneurial dans l'âme, dans le sens où il est créatif, etc. Donc, Ouais, les yeux créatifs ouverts, donc c'est cool, quoi. Ouais, exactement. Quand t'es avec un fonctionnaire ou quelqu'un qui est très mon taf et tout, qui ne sort pas du tout de ce truc très normé ou très cadré, en fait, d'avoir quelqu'un en face qui est en pleine créativité, des fois ça peut effrayer, en fait. C'est vrai. Ça aurait pu. Ouais. Ça aurait pu m'être. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais non, pas du tout. Au contraire, je pense que le fait que lui, il a un travail un peu qui roule, un peu. Presque du monotone. Coup, ça... lui, il est content, il vit le truc à travers moi, en fait. Ouais. Ça lui donne aussi de l'élan, j'ai l'impression qu'il est... Ça le stimule. D'ailleurs, quand il parle de ma boîte, il dit « on ». C'est un peu le truc. Mais parce que c'est vrai qu'il y participe vraiment. Parce qu'il me donne plein de conseils sur Il y en a qui disent « on », mais quand ça a fonctionné, tu vois. Le « on », c'est vrai. Oui, alors, on lève tant de chiffres d'affaires par mois, mais quand tu étais en train de galérer, c'était pas là. Non, ça va, c'est pas mon cas. C'est pas ce on-là, c'est le on dès le départ. Voilà, c'est ça. C'est même lui qui m'a trouvé l'idée quelque part, tu vois, comme je te disais dans la conversation de départ. Donc, c'est vraiment un on depuis le début. Mais c'est vrai que quand on réfléchit ensemble, quand on parle, forcément, on arrive à trouver quelque chose qui nous correspond. Finalement, c'est le dialogue. Et les idées viennent comme ça, comme on en parlait en off. Finalement, la créativité, elle vient quand on n'est pas du tout dans ce truc de je dois créer, je dois produire maintenant à l'instant T. C'est vraiment au moment où tu te dis pas que tu vas créer quelque chose, que tu crées quelque chose, justement. Exactement. Ouais, c'est le challenge un peu, parce que la créativité, elle est là quand on ne la recherche pas, presque. Ouais, c'est ça. Quand t'es pas là, il faut que je trouve une idée, il faut que je trouve mon projet et tout. Quand justement tu respires, tu te poses, tu laisses venir les choses, tu t'en parles. Effectivement, je pense que le dialogue, échanger avec des proches, des pas proches, voilà, ça aide aussi à toi à mettre clair les choses. Même de discuter avec des personnes qui sont pas dans le même domaine, ça t'apporte t'ouvre de nouvelles portes, parce que finalement, toi, tu restes un peu dans ta norme, dans ton truc, dans ton schéma de pensée. Ouais, c'est comme ça que ça fonctionne dans ce domaine-là. Et des fois, t'arrives à trouver des petits trucs de créativité dans d'autres domaines, et c'est vraiment cool, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, la chose à retenir, c'est que on arrive à être plus productif en vacances. J'adore cette phrase. À la plage, détendu, à la piscine, dans le jacuzzi, c'est pas mal. Et en fait, à quel moment alors t'as commencé par être biographe, après t'as commencé à faire du copywriting pour des sites web, etc. Et t'as commencé aussi à faire autre chose. Oui. La rédaction web, le copywriting. Alors, en fait, c'est... oui, parce que je suis aussi hyper, depuis longtemps, intéressée par tout ce qui touche au développement personnel, la psycho, etc. Et donc, je m'intéresse beaucoup à ça. Et donc, je suis des coachs, des thérapeutes. J'aime bien être dans ce milieu. Et donc, en fait, maintenant, je propose beaucoup d'aider les thérapeutes, les praticiens du bien-être pour créer leur site, créer leur contenu. Parce que comme c'est des sujets qui me passionnent et que je connais, et ben en fait, je prête ma plume à ces gens-là qui souvent ont plein de talents, mais ne savent pas toujours se mettre en valeur, trouver les mots pour se présenter, etc. Donc, depuis quelques temps, je suis aussi beaucoup là-dessus. J'ai été pas mal de naturopathe, coach, thérapeute en tout genre, et j'adore faire ça aussi. J'ai pas posé la question, mais tu y as répondu. J'ai senti que tu savais que j'allais aller par là. Ouais, donc du coup, par exemple, si on prend un cas d'école qui n'est pas un cas d'école, par exemple, moi en tant que coach, je peux venir demain te voir, te dire, ok, je fais tel truc, mais je sais pas comment en parler.
Oui, tout à fait. Sur mon site internet, je sais pas comment me valoriser, je monte telle boîte, je ne sais pas du tout qu'est-ce que je vais mettre comme contenu dessus. Et toi, t'arrives, tu mets toute la structuration, toute la structure et tu poses les mots en fait. Exactement. D'accord. Alors en général, ceux qui viennent nous voir, ils ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire. Ouais. C'est juste qu'ils savent pas comment l'écrire, comment le mettre, comment. Bon après c'est un métier aussi d'écrire. Bah c'est vrai que c'est pas si simple, hein. On pourrait croire comme ça, mais non. Non. Puis d'écrire et de bien écrire, enfin de donner envie aux gens en fait. Ouais. Voilà. Et donc ça, effectivement, là par exemple, j'ai une naturopathe qui veut faire son site internet, mais elle savait pas trop par quel bout le prendre et comment se présenter. Donc elle me raconte, on en parle oralement, et moi après je me charge de tout retranscrire et de mettre ça en mots et en valeur. Ouais. D'accord, pour dire exactement qu'est-ce que tu as envie de communiquer aux autres et comment tu peux le rendre transcrire par écrit, parce que forcément c'est pas facile. Est-ce que tu donc du coup tu fais du copywriting pour tout ce qui est est-ce que tu fais aussi pour les réseaux sociaux ou pas du tout? Oui, tout à fait. Ouais. Je fais un peu les posts, les newsletters, les pages de vente aussi. On m'a beaucoup demandé des pages de vente. Ah ouais, tu écris tout. Ouais, tout, ouais. Tout. Ah, j'adore. Et puis moi, c'est ça que j'aime, c'est la variété en fait. Donc j'adore faire des choses très différentes. Donc j'adore autant écrire des biographies que de écrire un site internet ou des posts. D'accord. Et est-ce que tu fais de la rédaction de livres? Parce que je sais que aujourd'hui, ce qui est assez courant, c'est qu'un coach écrive un livre. Oui, j'en ai fait plusieurs pour des coachs déjà. Ouais, bah, j'ai vu que tu en avais fait une vingtaine quand même. Ouais, on va dire. Ouais, j'ai pas compté d'ailleurs. Il faut que je compte combien j'en ai fait exactement. Mais ça doit être autour de ça. Et effectivement, j'ai fait plusieurs livres pour des coachs médium, même pour un médium. Parce qu'il y a des gens qui veulent raconter leur vie, mais il y a aussi des gens qui veulent transmettre un message ou raconter une vision du monde. Ils n'ont pas forcément envie de raconter leur life. Ils veulent dire, bah voilà, moi c'est ça que j'ai compris de la vie et j'ai envie de le partager aux autres. Ouais. Donc je fais aussi ça, ouais. Ok, donc vous venez, elle écrit tout. Voilà, donc si tu veux écrire un livre, Astrid, sur ton expérience d'entrepreneur, ou etc. Tu as senti que je posais tu as senti que je posais une question pour moi. Mais avec grand plaisir, hein, t'inquiète pas. En plus, je n'aime pas du tout écrire. Enfin, à un certain niveau, mais je n'aime pas écrire. Enfin, il y a plein de trucs dans ma tête, mais je ne sais pas comment le rédiger. Ah bah voilà, c'est pour ça que j'existe en fait. Pour tous ces gens qui ont plein de choses dans leur tête et qui savent pas comment le transcrire. Et comment tu t'es organisée? Alors là, j'ai deux questions. La première, est-ce que tu as suivi une formation particulière pour tout ce qui est rédaction web ou tu t'es auto-formée? Première question. Et la deuxième question, c'est comment tu fais pour gérer ton temps? Parce que je crois bien que tu as des enfants. Oui. Et il n'y en a pas qu'un. Exactement. Il y en a 3. Voilà. Donc, dis-moi quel est ton secret? On veut tout savoir. D'accord. Alors, première question. Formation. Alors déjà, moi, j'ai fait des études de journalisme. Donc, je suis quand même formée en termes d'écriture, presse écrite, web, etc., même en radio. Donc, j'ai ce background. Et j'ai fait une formation en plus de rédaction web, tout ce qui concerne le référencement, qui maintenant sont incontournables pour voilà. Il s'agit pas seulement d'écrire pour les lecteurs, il s'agit d'écrire aussi pour les moteurs de recherche. Aujourd'hui, c'est une réalité. Donc voilà, je me suis formée aussi à ça. Donc ça, c'était pour la première question. Ouais, tu as une formation journalistique et rédaction web, SEO. Voilà, tout à fait. Ok. Et comment je fais pour gérer mon temps? C'est une très bonne question. Que je me pose chaque jour. Oui, parce qu'effectivement, j'ai 2 enfants et un enfant de mon conjoint. Donc, on en a 3 à la maison. D'accord. Dont 2 de 2 ans et 6 mois. D'accord. Donc, je vais pas te mentir qu'en ce moment, je gère mon temps comme je peux, on va dire. D'accord. T'as pas l'air fatiguée. Ah, pourtant, les apparences sont trompeuses. T'as l'air en pleine forme, au taquet. Même moi, j'ai pas d'enfant, je suis plus fatiguée que toi, tu vois. En fait, ce qu'il y a, c'est que je trouve que c'est tout le paradoxe des enfants, c'est que ça te prend mais tellement d'énergie, mais en même temps, ça t'en donne. Ça t'en donne. Et puis, alors moi, j'ai jamais été aussi efficace que depuis que je suis maman. Parce que quand j'ai du temps, je l'optimise à fond, parce que je sais que j'en ai pas beaucoup. Donc, je suis d'une efficacité. Franchement, j'ai jamais été je donne tout maintenant, parce qu'après... voilà, c'est ça. J'ai 1 heure, je te dis, dans l'heure, tout ce que je fais, c'est... Même moi, je m'impressionne, parce que je pense que mon cerveau, il se dit, oh là là, vas-y, donne tout, parce que... Après, dans 50 minutes... Voilà, c'est ça. Donc, il y a ça. Et après, j'avoue que je suis quand même hyper organisée et hyper motivée, en fait. Je crois que c'est con, mais quand on aime ce qu'on fait, j'adore, en fait. J'ai trop hâte. Quand ma petite adore, je suis génial, je vais pouvoir écrire. Enfin, c'est un côté plaisir pour moi. Donc, c'est pas du travail au sens où on l'entend. J'aime pas ce mot travail parce que pour moi, il a une connotation péjorative, alors que moi, mon travail, c'est aussi ma passion quelque part. Donc ça aide. Ça aide quand on aime ce qu'on fait. Donc il y a ça et voilà. Mais après c'est vrai que j'essaye d'optimiser et j'essaye aussi de préserver des temps quand même de famille.
de famille et au-delà de famille, de temps pour moi. En fait, moi, j'ai quelqu'un qui a beaucoup besoin de temps off, de temps solo. Ouais. Pour me recharger mes batteries. Donc, même si c'est pas beaucoup, je me prends au moins 10 minutes par jour j'aime bien la méditation, moi, ou écouter un petit podcast un peu positif, attitude. Ouais. Et me faire ça m'aide, je pense, à être efficace après et à être dans un bon mindset. T'as des podcasts à nous recommander sur la méditation, par exemple ? Alors, sur la méditation... Ou sur les affirmations positives, ça c'est le pire. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est trop bien. Sur YouTube, il y a, quand on tape Louise Hay, Louise comme toi, et Hay, H-A-Y, il y en a sans doute qui doivent connaître, il y a pas mal de vidéos où c'est une suite d'affirmations positives. Ouais. Et qui, voilà, si on veut bien se mettre à quel cerveau avec je peux y arriver, je suis, etc., ça peut faire du bien. Il y a ça. Mais sinon, en termes de podcast, il y en a tellement qui sont hyper inspirants. Il y a celui d'Anne-Claire Méré que j'aime beaucoup. Ouais. C'est pas de la méditation, mais elle reçoit des gens, des entrepreneurs souvent, du bien-être, qui ont vraiment des belles visions du monde inspirantes. Il y a Métamorphose que j'aime beaucoup. Enfin... Voilà, entre autres, c'est ce que je suis le plus. Et Business de Meuf, bien sûr. On les mettra dans la bio, évidemment. Dans la description du podcast, pour que vous puissiez aller voir. Bon, après, celui de Business de Meuf, je dois avouer, il est pas mal. Enfin, bon, franchement, ouais. Hein, il est hyper... Non, mais c'est vrai. Non, mais en toute objectivité. Non, mais franchement, ça fait du bien d'entendre d'autres entrepreneurs qui partagent leurs expériences. On se sent moins seul, en fait. Et on voit qu'on partage un peu toutes les mêmes challenges. Ouais. Et ça fait vraiment du bien. Donc, écoutez Business de Meuf. Mais c'est vrai que... Alors, moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs et je me rends compte des similitudes qu'il y a entre les différents profils, au stade où vous en êtes, ce qui va se passer. Alors moi, j'ai ce recul-là, mais je pense que quand on n'a pas l'habitude d'être avec un écosystème, avec autant d'entrepreneurs, on peut pas se rendre compte qu'il y a des moments où ce qu'on vit, c'est tout à fait normal, en fait. Et on est un peu perdu dans ça. Donc, je pense qu'en soi, ça peut être assez intéressant de partager ça avec tout le monde, quoi. Ouais. Donc du coup, t'arrives à gérer tout ça en même temps, tu vois. Et tu viens en talons, maquillée, trop belle. Et moi, je suis venue en basket, t-shirt, pas du tout maquillée, juste mis de la crème sur mon visage et je n'ai pas d'enfant. Donc le jour où j'en aurai, je ne sais pas, je viendrai en pyjama, en pilou. Sinon, je viendrai avec, tu vois, un peignoir là. Un peignoir pilou. Non, mais ça va être... J'ai hâte de voir ça. Voilà, mais vous viendrez quand même, hein. Enfin... c'est tout ce qui compte, c'est que tu viennes quand même. Elle vient en pyjama, mais après, elle est sympa. Alors, du coup, quand tu disais que tu avais commencé ton activité, on est d'accord que l'approche commerciale, tout ça, c'était nouveau pour toi. Ah oui, complètement. Comment tu as fait pour aller chercher tes premiers clients ? Parce que tu disais que être biographe, finalement, c'était un marché assez concurrentiel, parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Ouais. Tu as une formation journalistique. T'es concentré sur ton cœur de métier. Comment t'as fait pour aller chercher tes premiers clients ? Déjà, je pense qu'il y a un dépassement de soi, entre guillemets, et aussi il y a à apprendre un nouveau métier, qui est de commercial, finalement. Tout à fait, ouais. C'est un gros challenge pour moi qui n'est pas du tout cette fibre commerciale, pour le coup. Ce qui est vraiment fou, c'est que moi, j'ai fait mon site internet, donc toute seule, comme j'ai pu. Pourtant, je suis pas du tout une geek, mais bon, je me suis dépatouillée avec WordPress et j'ai fait un site. Et moi, mon truc, c'était, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un site qui me ressemble. Un site à mon image, un site où j'écris pour que les gens voient aussi ma plume, puisque c'est quand même ça mon truc. Ouais. Donc, je me suis appliquée à faire ce site. J'ai mis beaucoup de cœur. Et en fait, quand je l'ai mis en ligne, j'ai eu très vite des demandes. Alors, franchement, ça m'a moi-même épatée parce que j'ai pas fait de com. Tout de suite comme ça, de manière très naturelle. J'ai eu déjà 2-3 demandes rien que quand j'ai mis mon site en ligne. Donc j'avoue, j'ai fait qu'est-ce qui se passe ? Tu l'as publié Je l'ai publié, ouais. Mais j'étais pas en plus sur tes réseaux ou dans des... Alors moi, je suis pas du tout réseaux sociaux. Donc quand je me suis lancée, j'avais pas du tout. Alors j'avais un compte Facebook et Insta, mais vraiment quasiment pas vide. Enfin, je veux dire, je postais quasiment rien. Donc j'avais pas du tout de communauté ou quoi que ce soit. Ouais. Donc j'ai pas communiqué comme on l'entend aujourd'hui. J'ai juste mis mon site en ligne. Et je sais pas, il devait y avoir un besoin à ce moment-là, une demande, un alignement des planètes. Donc j'ai eu plusieurs demandes dès le début. Donc j'ai eu mes premiers clients assez facilement. Ouais.
Donc j'ai eu comme ça mes premiers clients. Et donc ça, déjà, j'ai mis le pied à l'étrier. Donc après, j'ai eu des premiers témoignages. Après, voilà, ça s'est un peu construit comme ça, en fait. Avec le bouche à oreille, Ouais, les recommandations. Et jusqu'à maintenant, c'est ce qui te ramène de nouveaux clients ou tu as développé d'autres techniques de commercialisation? Alors, du coup, c'est vrai qu'il y a eu ce côté des témoignages que j'ai eu qui aident beaucoup, parce que j'ai beaucoup d'avis positifs, donc ça, évidemment, ça rassure. J'ai quand même travaillé le référencement de mon site. Ouais. Donc, du coup, j'apparais quand même assez bien dans Google. Donc, je pense que c'est surtout ça qui a marché. Et effectivement, j'ai commencé à faire quelques posts, mais vraiment pas encore très nourris. Là, c'est mon projet d'être plus active sur les réseaux sociaux. Donc bientôt. Sur lesquels? Sur LinkedIn peut-être ou sur Insta? Alors un peu sur LinkedIn. Là, je communique un petit peu sur LinkedIn, mais essentiellement sur Insta. Ouais. Là, j'ai prévu déjà, mais je sais des petites surprises que je vais faire sur Insta. Oh là là, on l'attend. Préparez-vous. Ça va carburer. Voilà, mais j'avoue que jusque-là, je m'en suis sortie sans trop les réseaux sociaux. Comme quoi, c'est possible aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui se mettent la pression là-dessus. Alors évidemment, c'est top les réseaux sociaux. Moi, je dis pas qu'il faut pas le faire du tout. C'est quand même une super porte d'entrée, mais en tout cas, moi, je n'en ai pas eu besoin pour me lancer. Ouais. Donc, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui restent focalisés sur les réseaux sociaux. Il faut absolument que je sois présent dessus. Et comme j'en parlais assez souvent, c'est l'effet un peu marketing. Quand on te market l'entrepreneuriat, c'est il faut absolument avoir un site internet, faut absolument être sur les réseaux sociaux. Alors qu'il y a des personnes qui justement arrivent à vendre sans être sur les réseaux sociaux ou sans avoir de site internet. Tout à fait. Il n'y a pas de règle en fait. Je pense que l'important c'est d'être aligné et de faire ce qui vibre vraiment pour nous. Mais si tu fais sur les réseaux sociaux et qu'en fait tu fais des choses mécaniquement parce qu'on t'a dit qu'il fallait les faire, je pense que je suis pas sûre que ce soit très. Ouais, il faut quand même qu'il y ait parce que je vois souvent des comptes qui sont très beaux. Mais en fait, il n'y a pas de personnalité dessus. Et du coup, je trouve ça un peu dommage parce que, au final, c'est ce qu'on cherche. Ben voilà, on a envie de voir quelqu'un qui s'ouvre, quelqu'un d'authentique, qui a une vraie personnalité, Et je trouve ça un peu dommage parce que je trouve que c'est un peu, pas aseptisé, mais c'est très beau, mais c'est très creux au final. Il n'y a rien qui se passe derrière. Et en fait, on nous vend une norme sur Instagram, il faut être comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait, quand on regarde des comptes, tous les comptes se ressemblent, en fait. Il n'y a pas de personnalité. Donc, j'ai souvent des entrepreneurs qui bloquent dessus, ils me disent du coup, moi, il faut absolument que je sois dessus, que je communique de telle manière. Je dis, mais en fait, c'est pas ça le truc, c'est concentre-toi sur ton produit, concentre-toi sur comment tu vas le commercialiser autrement que sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a plein de manières de fonctionner. Et des fois, ils bloquent sur ça. Et tant que c'est pas fait, en fait, ils avancent pas. Mais je pense que ça fait partie de l'apprentissage aussi au départ. Il y a des trucs qui te tiennent à cœur. Tu penses que si t'as pas tel truc, ça va pas fonctionner. Mais au final, faut juste lâcher prise et se dire, faut avoir le bon argumentaire et avoir son client au bon moment, quoi. Exactement. Et il y a autre chose que j'ai fait aussi auquel on pense pas beaucoup aujourd'hui, on a ce qu'on appelle du marketing direct. C'est-à-dire que j'ai aussi distribué des tracts dans la rue. Je me suis fait des marque-pages où je disais ce que je faisais. Et je les distribuais sur les marchés. En femme sandwich. Voilà, c'est ça. Avec deux bouquins. Exactement. Et un stylo entre les dents. Et j'ai fait, venez écrire votre vie. Ouais, t'as fait des marque-pages, justement. J'ai créé des marque-pages, où je disais ce que je faisais, tout simplement, de manière très... Et ça aussi, ça t'a ramené des clients? Alors, en fait, comme je te dis, mon site m'a déjà finalement fait son œuvre et m'a ramené des clients. J'ai pas eu tant que ça besoin de faire ma distribution en sandwich. Mais c'était dans mes projets. Et parce que, en plus, moi, comme une de mes cibles, entre guillemets, c'est les personnes âgées, quand même. C'est pas eux qui vont sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc, je pense que d'aller les voir directement, c'était tu plus... peux les trouver sur Facebook. C'est devenu le réseau social des seniors. Désolée, Marc. Ah ouais, si tu nous entends. Et du coup, voilà. Donc, en fait, il y a plein d'approches différentes. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir tout le champ des possibles selon sa propre... Faut pas se limiter, en final. Exactement. Il y a plein de possibilités. Est-ce que au départ, tu as suivi des personnes influentes dans le domaine du copywriting ou de la rédaction avant de te lancer pour t'inspirer ou pour voir comment elles fonctionnaient? Non, pas du tout. J'ai plutôt suivi des entrepreneurs, mais pas forcément dans mon domaine. Moi, ce qui m'a nourri, c'est de suivre des entrepreneurs souvent au féminin, mais pas que d'ailleurs, mais en tout cas des gens qui se lancent, qui sont dans... qui étaient dans la même dynamique que toi. Exactement,
Et est-ce que si tu revenais sur tes 5 années passées en tant que qu'indé, quels seraient tes différents apprentissages sur les différentes années? Globalement, les 5 années que j'ai vécues. C'est ça. Alors, beaucoup de choses, hein. C'est tellement riche d'être entrepreneur. On travaille tellement sur ça, mais à qui le dis-je? Alors déjà, c'est de pas se décourager, c'est d'y aller et il y aura peut-être des moments de creux, des moments de doute, des moments de découragement, mais il faut pas s'arrêter trop vite en tout cas. Parce que je dis pas qu'il faut lutter non plus si on se fait du mal, hein, mais en tout cas, ne pas se décourager trop vite et voilà, prendre le temps aussi. Et puis on a le droit que ça marche pas tout de suite du tonnerre, de prendre le temps des choses, d'être un peu patient. Pour moi, patience et persévérance, c'est 2 valeurs clés en fait pour réussir. En fait, tu dirais que t'as décollé, ton business a décollé à partir de quelle année? Assez vite en fait. Ouais. J'ai eu de la chance parce que, comme je te dis, les planètes se sont alignées parce que j'ai eu des demandes très vite. Donc, mais je dirais au bout de 2 ans, pour être vraiment installée, savoir être à l'aise en fait, pour tout simplement faire un devis, bien communiquer, etc. Pour bien pricer tes prix, être aligné avec le marché. Exactement, voilà. Pour savoir combien de clients tu peux prendre, etc. Ouais, ça t'a bien pris 2 ans. Ouais, je pense, ouais. Et j'apprends tous les jours. Hein. J'évolue tout le temps. Je pense qu'il n'y a rien qui est définitif et on s'aligne constamment. Donc on n'est jamais arrivé à destination. On est toujours en voyage et c'est ça que j'aime bien aussi en fait. C'est toujours à progresser. Puis moi j'aime être créatif, donc j'aime toujours proposer des nouvelles choses, enrichir mon offre. Voilà, donc du coup ça évolue. Ouais, constamment. C'est bien ce que tu dis parce que il y a une notion. Enfin, on n'est pas. Enfin, les entrepreneurs en général. On n'est pas averti au départ qu'un business, ça prend du temps. Et on se retrouve assez frustré quand on commence, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on a l'activité et que ça décolle pas en fait. Et, j'essaie de dire aux personnes d'être très vigilantes sur ça, que ça prend du temps et de pas être forcément frustré. Et il y a des boîtes, finalement, quand on regarde bien des boîtes qui fonctionnent super bien, en fait, elles ont pris 5, 6, 7 ans avant de pouvoir être rentables des fois. Et c'est vrai qu'il faut prendre le temps de se dire, en fait, c'est quelque chose qui va prendre du temps, donc c'est un pari sur le long terme. Et comme on le dit assez souvent, c'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit vraiment, mais que c'est pas un sprint. En tout cas. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est plutôt un marathon. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça. Ouais. Marathon plutôt que sprint. Ouais. Et puis il faut tenir sur la durée, donc voilà. Quand on n'est pas très sportif. Il faut tenir sur la durée. Il faut être ok que c'est quelque chose qui va prendre forcément du temps et que on sera pas forcément rémunéré tout de suite. Et aussi, alors j'ai souvent ça, c'est pas attendre le dernier moment où quand on sait qu'on va plus avoir l'aide Pôle Emploi, qu'il faut commencer à se dire peut-être qu'il faudrait que je cherche des clients. Enfin, voilà, il y a aussi ce truc là. Qu'il faut être vraiment. Mais c'est bien que tu dises que ça t'a pris peut-être 2 ans avant de trouver ton équilibre, pas forcément la rentabilité, mais ton équilibre entre ce que tu proposes et ton marché, etc. Voilà. Et comment aussi est-ce que tu penses qu'il y a s'il y a quelqu'un qui doit se lancer maintenant aujourd'hui dans le copywriting, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir une certification Voltaire? Est-ce qu'il faut mettre sa patte? Voilà, quels seraient tes conseils? Enfin, si t'en avais 2 ou 3 à nous partager. Tu parles donc dans le copywriting, là, on parle plutôt de l'écriture web. Dans l'écriture en général. Ouais, ok. Alors déjà, je pense qu'il faut pas se mettre la pression en se disant il faut que j'ai 50 diplômes et que j'ai 50 certifications. En fait, si déjà on sait bien écrire, qu'on aime ça et qu'on a confiance dans ce qu'on fait, déjà c'est le meilleur des diplômes, je pense. Ouais. Après, il y a quand même effectivement maintenant des questions, comme je disais, de référencement, de ce genre de choses qui sont un peu incontournables. Donc c'est quand même bien de faire des formations de rédaction web pour avoir les grandes... Toi, t'as suivi laquelle? Alors ça fait très longtemps, je saurais plus te dire le nom. En tout cas, c'était une formation sur 4 jours, hein. C'était pas non plus une formation... c'était déjà une formation hyper perfectionnée. Tout ça, c'était vraiment les grandes bases. Mais il n'y a pas besoin de... Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas eu besoin d'approfondir plus que ça. Ça m'a vraiment donné les clés de base. Après, il y a des gens, c'est vraiment leur métier d'être référenceur ou SEO, comme on appelle ça, rédacteur SEO. Et là, vraiment, eux, ils sont hyper pointus sur plus que moi, voilà. Ouais. Moi, je suis pas experte. J'ai vraiment les bonnes bases, mais je suis pas experte. Okay. Donc, ça peut suffire une formation de base de rédaction web. Ouais.
Après, évidemment, comme dans tout, je pense qu'il faut vraiment pratiquer, s'entraîner, faire un maximum de choses. Tout s'apprend en faisant pour moi. C'est la meilleure des écoles. Donc, y aller, foncer, oser, se lancer. Et c'est sur le terrain aussi qu'on apprend beaucoup, quoi. Ok. Après, est-ce que j'ai d'autres conseils en termes de formation pour le copywriting ? Regardez ce qui se fait. Hein. Moi, j'ai beaucoup appris en regardant aussi, par exemple, pour créer une page de vente, en voyant ce qui se fait, tout simplement. Et on fait le tri entre ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, qu'est-ce qui marche pas. D'observer, d'être constamment en veille et intéressé par l'actu des contenus, quoi. Ouais, d'accord. Donc, avoir une veille constante, ne pas hésiter à se former pour apprendre les bases. Et tu m'as dit, le troisième, c'était... Alors, attends. Est-ce qu'il y avait un troisième ? Attends, veille constante. Être en veille, se former. Et tu as dit un truc, ça prouve pratiquer, que j'ai... peut-être. Ouais, ça prouve pas que bien ce que je dis. Je suis pas contente. Ça prouve que j'écoutais vachement parce que j'arrive pas à répéter un truc que tu as dit il y a 2 secondes. Donc, se former, être en veille et le troisième, et pratiquer, s'entraîner, voilà. Ouais. Et puis oser, pour moi, oser, c'est un mot-clé de l'entrepreneuriat de toute façon. Ouais, donc, voilà. Faut y aller, quoi. À un moment donné, c'est en faisant aussi... ça sert à rien de faire 50 000 formations et d'avoir 10 diplômes. C'est pas ça qu'on va nous demander, en fait. Un client, il va pas nous demander nos diplômes, en fait. Il va nous demander de montrer ce qu'on sait faire. Et les résultats. Et de le prouver, et de donner des exemples, etc. Et d'avoir des avis positifs et tout. Mais aujourd'hui, les diplômes, je crois pas que ce soit... la plus grande porte d'entrée de certaines choses, pas pour tout, mais en tout cas pour devenir chirurgien, astronaute. Voilà, mais là c'est pas mon projet, donc. Quoique bon, on peut avoir les diplômes, on peut ne pas passer les tests physiques en fait, par exemple. Donc, oui. Au final, ça veut rien dire. Vous pouvez devenir astronaute. Donc, parce que... Ok, mais merci Sylvie pour ce témoignage, c'était très intéressant. Merci à toi de m'avoir reçue dans ce super podcast. C'était super intéressant. En plus, ce que tu nous as partagé, ce retour très authentique et très transparent, ça nous fait toujours du bien. Eh bien, merci les filles d'avoir écouté. Si vous voulez retrouver toutes les infos sur Anne-Sylvie, vous les retrouverez dans la biographie, la description du podcast et puis sur le blog du Business de Meuf. Et puis si vous voulez retrouver toutes les informations sur elle, sur ce qu'elle propose, si vous voulez écrire un livre, écrire votre biographie, si vous avez besoin que quelqu'un écrive pour vous tout, tout, même vos lettres de motivation, tout, même la lettre à votre amoureux, il n'y a pas de souci, à votre amoureuse, il n'y a pas de souci, elle écrit tout. Merci Anne-Sylvie. Merci Astrid. Allez, ciao les meufs. Ciao. Trop cool, vous êtes restés jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier de votre écoute et pour vous remercier d'être là depuis 2 saisons, je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio, dans la description du podcast. Donc c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote, donc allez regarder, ça va être top. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans 2 semaines pour le prochain épisode de podcast. À bientôt, ciao les meufs.